Il n'y a aucune limite à ce que l'on peut accomplir en tant que femme. Bonjour à tous et bienvenue à votre espace purement féminin. Ingénieure agronome de formation, notre invitée du jour est spécialiste en économie et en sociologie du développement rural. Elle est députée de la 9e législature et membre du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, issue de la 18e circonscription électorale du Bénin. J'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Adjoa Gladys Eudoxie Tossou, épouse Lokoso. Bonjour honorable et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Estelle, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Le plaisir est partagé. Merci. Et déjà, il faut dire qu'en 1999, vous avez obtenu un baccalauréat série C. Et quand on parle de la série C, on sait que c'est beaucoup plus les mathématiques. C'est d'ailleurs le mathématiques coefficient 5, sciences physiques coefficient 4. Vous étiez si amoureuse des chiffres à ce moment-là? Ah, je rectifie, en ce temps c'était mathématiques coefficient 6. Ah oui. Et puis physique coefficient 5. C'est ça. En 99. Oui, je suis amoureuse des sciences. J'aime beaucoup masturber l'esprit sur les questions scientifiques, techniques, technologiques. Et donc, ça faisait vraiment mon choix en ce temps-là de faire la série C. C'est ça, c'est aussi la preuve que vous étiez très brillante parce que très peu d'élèves vont en série C. D'ailleurs, vous étiez combien de femmes à ces années-là? Ah, mais on faisait quand même l'exception, on était une douzaine de femmes en série C cette année-là. Donc, c'était une promotion quand même spéciale où il y avait beaucoup de scientifiques. C'était bien. Avec ce baccalauréat, on s'attendrait à vous voir devenir peut-être enseignante de mathématiques ou quelque chose du genre. Mais vous êtes ingénieure en agronomie. D'où vous êtes venue cette passion-là? Disons que dans le fond des choses, j'ai fini par réaliser le rêve de mon père. Ah oui? Oui, mon père avait pour vocation d'être ingénieur agronome. Malheureusement, il n'a pas accompli. Il est devenu enseignant en sciences physiques, justement. C'est ça. Et donc, quand je réussissais au bac, les options, c'était un peu vers la médecine, un peu l'agronomie, un peu le génie civil. J'étais vraiment orientée vers des choses qui étaient très scientifiques. Et finalement, le destin m'a orientée vers l'agronomie pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. C'est ça, mais on a déjà entendu au moins une fois dit dans l'opinion publique que le domaine agricole, l'agronomie est un domaine beaucoup plus adapté aux hommes. Qu'en dites-vous? Oui, c'est vrai. Je fais partie des rares femmes qui ont su dompter le milieu masculin. Je le dis souvent dans mon cursus scolaire et universitaire. J'ai vraiment été dans des milieux purement masculins. Bon, ça ne m'a pas ôté ma féminité. Ça m'a permis plutôt de découvrir le monde sous plusieurs angles. Je n'ai pas été cajolée dans le sens des poils tout le temps, mais j'ai travaillé à pouvoir montrer que les femmes peuvent également faire les métiers qui, entre griffes, étaient destinés aux hommes. C'est ça. Voilà, donc c'est un défi personnel pour moi de pouvoir m'établir dans ce monde où on se dit c'est un monde d'hommes. Mais ce n'est pas de tout repos, hein, j'avoue. Ça se promène un peu partout, il faut aller dans la brousse, il faut aller dans les exploitations des paysans, il faut les accompagner au quotidien. C'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, mais Gladys, ce que tu fais là, c'est purement des travaux d'hommes. Mais non, je le fais avec plaisir. Mais même physiquement, vous n'avez pas l'air d'une agronome. Est-ce que vous côtoyez vraiment la terre là? Bien sûr, je travaille beaucoup plus. Vous avez vu ma spécialité, c'est vrai, ce n'est pas de la production végétale, ce n'est pas de la production animale. On a fait tout ça en agronomie générale pendant 4 ans. C'est ça. Mais j'ai fini par choisir l'économie agricole. Donc, ça me met beaucoup plus dans le conseil, dans l'accompagnement, dans le montage d'un plan d'affaires, de comment est-ce qu'on dimensionne une exploitation pour être sûr qu'on a les résultats qui sont les plus intéressants. Voilà, comment on optimise les facteurs de production pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Et là, ça, c'est mon domaine. Et agroéconomiste. Mais j'ai une ferme, hein. Je ne veux pas occulter ça, j'ai une ferme. Ah bon? Oui. Elle est située où?
dans la commune de Sabalou. Après cette émission, on ira visiter. On va voir ce qui se passe là-bas. Honorable agroéconomiste et spécialiste du développement des chaînes de valeur agricole, vous avez beaucoup œuvré dans la promotion de la filière agricole à travers différents postes de responsabilité que vous avez occupés pendant plusieurs années. Le dernier poste en date était en 2020 où vous étiez directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole du Plateau après avoir laissé vos empreintes dans le zoo Koufo. Déjà, comment avez-vous fait pour être successivement directrice? Quand la question me vient, je bénis toujours Dieu. Je bénis toujours l'Éternel parce que il n'y a rien qui soit donné d'avance. C'est la destinée, c'est Dieu qui bénit les œuvres humaines. J'avoue que j'ai commencé très jeune à la fonction publique en 2007, mais on a eu la chance d'intégrer la fonction publique lorsque il y avait un peu comme une rupture dans le personnel. Il y avait beaucoup de départs à la retraite. Donc j'ai côtoyé les anciens pendant un bon bout de temps, ce qui m'a permis vraiment de me former et d'acquérir de l'expérience. Donc à la faveur de la réforme et de l'avènement du gouvernement de la rupture, les cadres ont été fermés, les cadres où je travaillais ont été fermés. Et puis, les directions départementales de l'agriculture sont venues avec les agences territoriales de développement agricole. On recherchait sûrement une compétence féminine en ce temps. Et j'étais surprise un 15 mars 2017 où le secrétaire particulier du ministre de l'Agriculture m'appelle pour dire « Madame, vous venez d'être nommée directrice départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Koufo ». J'ai soufflé un coup. C'est vrai que j'ai travaillé à gravir les échelons de manière très progressive. J'ai commencé agent de terrain. Je raconte avec plaisir que je conduisais une grosse motocross et je me promenais dans la brousse pour aller appuyer les exploitants agricoles et tout ça. J'ai vraiment travaillé à pouvoir construire le background qu'il faut pour affronter vraiment toutes les fonctions qui pourraient venir sur mon parcours. Et là, j'ai vraiment eu de la chance. Et en 2017, ça a commencé. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'en 2023 où j'ai été élue députée. C'est ça. Et dans le département du Plateau où vous occupiez du pôle 6, regroupant les zones de Pobé, Saketou, j'allais dire, Saketé, Adjaoué, Ifani. Quelles ont été les actions phares que vous avez menées au sein de cette agence-là? Merci beaucoup. Dans le secteur agricole, il y a eu vraiment beaucoup de réformes. Comme je vous le racontais tout à l'heure, j'ai été l'une des pionnières dans l'exécution de la mise en œuvre de la réforme du secteur agricole. Et donc, au pôle 6, j'étais à mon deuxième poste de directrice générale d'une agence. Là, on avait comme filière locomotive la filière palmier à huile. Et donc, dans le département du Plateau, vous imaginez bien que c'est la densité même du palmier à huile que nous retrouvons là. Et donc, les accompagnements ont été de pouvoir fournir aux producteurs des plans de qualité. Là, je salue les efforts du CRAPP, le Centre de recherche agricole plantes pérennes de Pobé, qui vraiment produit les plans de qualité avec l'appui des pépinéristes agréés. Et donc, ces pépinéristes, quand ils fournissent les plans, la TDA s'est chargée d'accompagner la subvention de la fourniture aux bénéficiaires. Et donc, on a pu installer plus de 1000 hectares de plantations au niveau national. On a accompagné les gens dans l'entretien des plantations. Parce qu'une chose est de pouvoir faire les plantations, mais l'autre chose, c'est de pouvoir également les entretenir. Parce que tant que l'entretien n'est pas là, on n'a pas tout le développement du potentiel végétatif que la plante peut produire. Et donc, l'entretien, la fumure qu'il faut faire et tout ça, étaient des éléments importants. Et donc, ça, c'est vraiment des actions clés qui ont marqué mon passage au niveau de l'Agence territoriale de développement agricole. On ne s'est pas qu'occupé de la filière palmier à huile parce qu'on a dit que la filière palmier à huile est la filière locomotive de la zone, mais il y avait aussi le manioc. Le manioc et le riz un peu. Il
Il n'y en avait pas beaucoup parce que c'est Adiawere qui était un peu le bassin du riz. Mais c'était beaucoup plus le manioc et le maïs. Quand on parlait manioc et maïs, il faut penser à Kétou. Kétou, c'est une zone vraiment où, quand la production de maïs chute à Kétou, ça se ressent au niveau national. Et donc, on a accompagné également la mise en place des clusters agricoles, accompagner les gens à disposer de semences certifiées de maïs, les accompagner dans l'itinéraire technique de production, les accompagner maintenant à la commercialisation groupée. Ce qui permet d'avoir avec tout ceci, quel diagnostic global on peut faire de la filière agricole au Bénin aujourd'hui? Non, mais l'agriculture béninoise se porte globalement bien. C'est vrai qu'il y a des moments de baisse de production, mais le secteur agricole se porte globalement bien. Les acteurs agricoles sont très motivés. Ils travaillent vraiment à ce qu'on puisse toujours parler du Bénin sur plusieurs plans. Vous savez, le coton, on a été premier par rapport à la production du coton sur plusieurs années déjà en Afrique de l'Ouest. On a été sur la filière Anacad. Il y a eu beaucoup plus d'actions encore qui ont accompagné les acteurs de la filière Anacad. Il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont en cours au niveau du secteur agricole qui, ma foi, me fait rêver ou espérer encore qu'il y a de très beaux jours qui viennent pour le secteur agricole. C'est ça. Honorable, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'investissent dans ce domaine-là, tout comme vous? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je pense déjà dans ma promotion, on était 13 femmes, ingénieurs agronomes. Et de plus en plus, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le secteur. Maintenant, il faut voir la chose en termes de recrutement. Lorsque, malheureusement, on n'a plus de recrutement tout le temps, comme ce qui se faisait par le passé. Mais ce qui est le plus recommandé aujourd'hui, si peut-être j'avais à recommencer, je n'aurais peut-être pas été agent permanent de l'État. J'aurais travaillé à pouvoir m'installer à mon propre compte. La chose n'est pas aisée, ni pour les apprenants, ni pour les parents, mais je pense que c'est l'une des meilleures options aujourd'hui, en tant qu'agronome, de pouvoir s'installer à son propre compte. C'est ça. Même si on peut bien le deviner, s'il vous était demandé de qualifier toutes ces années d'expérience-là, que diriez-vous, honorable? Oh, ça n'a pas été de tout repos. Ça n'a pas du tout été de tout repos. Déjà, ça fait concilier la vie familiale et la vie professionnelle. En parlant même de cette conciliation, nous allons y revenir. Et revenir, ça a été un challenge. Ça a été de tout un challenge pour moi. Mais j'avoue que j'ai gagné vraiment en expérience en me donnant au travail, en permettant que mes anciens, les doyens, puissent me coacher. Je retiens 2 ministres de l'Agriculture qui m'ont formé sérieusement et qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je disais que ça n'a pas été de tout repos. C'était beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de travail intellectuel qu'il faut faire pour être à la hauteur de la tâche. Parce qu'il y a un défi, malheureusement. Une femme qui commet des erreurs, ça se chacute tout de suite. Par contre, quand les hommes commettent les erreurs, ça peut passer. Imaginez quand vous êtes au volant et que vous faites une erreur tout de suite, tout le monde se met à crier, c'est ça ce qu'on vit malheureusement. Ça fait que pour ne pas être la risée des hommes, je travaillais sérieusement à être à la hauteur de la tâche qui m'était confiée à tous les niveaux de responsabilité où j'étais nommée. Très belle expérience, on peut dire. Oui. Et dans tout ça, quand remonte votre entrée en politique? Disons que j'ai commencé à m'affirmer réellement en 2018, à la faveur de la réforme du système partisan. C'est vrai que, disons que j'ai aussi un peu ça dans le sang. Hein. Ce que je dis aux gens souvent, c'est que j'ai eu un héritage politique. Ma mère a été chef d'arrondissement après mon père. Donc, mon papa a été le premier chef d'arrondissement de Sé, dans la commune de Huyagbe. Ensuite, il y a eu mon grand frère aîné, Laurent Tossou, ancien directeur général de la SBE, qui s'investissait beaucoup également
en politique. Et donc, c'est avec tout ce monde-là qu'on est rentré ensemble dans l'Union progressiste de renouveau et on a travaillé à ce qu'il se consolide dans la zone. On peut dire que vous avez eu vos mentors dans votre propre famille. Dans ma propre famille. Dans ma propre famille. Ça a commencé par là. Bien que j'avais dans l'environnement vraiment beaucoup de personnages politiques qui m'inspiraient et qui faisaient que je me disais un jour, je vais m'affirmer dans ce monde-là. Et vous n'avez pas eu peur en intégrant la politique parce qu'on dit souvent que c'est un monde qualifié de panier à crabe. Non, déjà, j'ai été formée par ma profession. Vraiment formée par ma profession. Et puis, je me disais que non, qu'est-ce que j'ai encore à craindre? Surtout que j'avais l'accompagnement de mon époux, que je salue très respectueusement. Il a tout le temps œuvré d'abord à ma formation professionnelle. Il a tout le temps œuvré à ce que j'acquiers en expérience, que je sois à la hauteur. Et donc, quand je suis rentrée en politique, c'était pour lui un peu comme l'apothéose de tout ce que nous étions en train de construire ensemble. Il est également un homme politique, donc ça n'a pas été très difficile d'y aller. Très bien. Honorable, conformément à l'article 161 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin qui stipule que le mandat de député est incompatible à toute fonction de directeur général d'une entreprise publique, vous avez déposé le tablier de directrice pour siéger au Parlement en février dernier pour le compte de la 9e législature. Oui. Comment ça se passe au sein de l'hémicycle? J'avoue que, comme plusieurs de mes collègues femmes, nous sommes à la première expérience. C'est vrai que quand on fait une comparaison entre la vie politique, le monde politique et le monde professionnel, c'est comme si c'est deux chemins parallèles. Hein. C'est vrai que le background technique que nous avons nous permet de nous exprimer, de prendre la parole, et puis d'avoir des opinions. Et donc, disons que je me sens très à l'aise en étant au Parlement aujourd'hui. Mais honorable, avant de devenir député, comment se passe la bataille qui conduit finalement au palais des gouverneurs? Comment ça se passe? Disons que cette législature a quand même eu une chance. Cette législature a eu une chance où, à la faveur du code électoral, à l'article 144, il y avait un positionnement qui faisait une faveur aux femmes d'avoir leur liste à part. Et donc ça a été vraiment l'élément propulseur de ce que vous retrouvez aujourd'hui 29 femmes à l'Assemblée nationale. Absolument. Mais dans le combat général, j'avoue que ce n'est pas aisé du tout pour les femmes de pouvoir se positionner dans l'échiquier politique. Vous savez, c'est d'essence humaine que les hommes sont positionnés au premier rang. C'est vraiment d'essence humaine. Je ne leur en veux pas, bien que parfois je me dise, ils peuvent quand même faire une petite part. Mais dans l'arène politique, c'est vraiment un autre type de combat. C'est ça. Je vais saluer mes doyennes qui sont à l'hémicycle depuis un certain nombre de législatures déjà. L'honorable Sophia Touchanou, par exemple. L'honorable, elle est de ma circonscription, l'honorable Rosine Daniro. Rosine Daniro. Je dis, c'est vraiment à saluer. Ça, c'est des femmes battantes. Et vous avez vu qu'elles sont positionnées tête de liste. Donc, il faut également que nous saluions le leadership des responsables des partis politiques qui positionnent les femmes tête de liste. C'est vraiment important. Ça, c'est qu'il faut faire confiance en la femme. Il faut pouvoir faire en sorte que les femmes se sentent à l'aise. Celles qui ont les compétences, qui peuvent développer ces compétences-là, que maintenant les partis politiques puissent leur faire confiance. Et donc, disons que comme nous faisons la première expérience, nous autres, qui avons été positionnés sur les listes exclusivement réservées aux femmes, oui. On ne peut pas dire que nous avons, que c'est de notre mérite forcément d'être là, parce qu'on n'est peut-être pas les meilleurs, mais le chef de l'État nous a fait confiance, les présidents des partis politiques nous ont fait confiance,
Et nous y sommes. On s'entend à partir de maintenant, justement, faire davantage le combat pour mériter d'être sur la liste classique. Ne plus être forcément sur la liste réservée aux femmes, mais être sur la liste classique qui permet, pourquoi pas, d'être positionné tête de liste. Donc, c'est le combat que nous menons actuellement dans nos circonscriptions électorales, dans nos communes, pour faire en sorte qu'on se dise que ces femmes-là, non, on leur a fait confiance en les mettant sur la liste exclusivement réservée aux femmes, mais elles méritent d'être positionnées à d'autres niveaux. Et là, ce serait vraiment pari gagné pour nous. C'est ça. Ouais. Honorable, vous, personnellement, vous représentez le peuple pour lequel l'agriculture fait partie des domaines vitaux, on va dire. Comment comptez-vous contribuer au développement de cette filière-là, surtout que vous êtes vice-présidente de la commission du plan, de l'équipement et de la production? Vous savez, quand je suis arrivée, quand j'ai analysé les commissions, en plus de ce que j'avais été déjà coachée par des aînés qui sont passés par ici, et qui me disait que me sentir à l'aise, ce serait dans cette commission-là. Ce serait de fait d'ailleurs, puisque le budget du ministre de l'Agriculture passe d'ailleurs par cette commission normalement. Et en plus, tous les dossiers qui ont trait à des accords, des ratifications, des projets de partenariat, un certain nombre de choses passent par cette commission-là. C'est là où je me sens le plus à l'aise pour défendre les choses qui vont en faveur des bénéficiaires, des acteurs directs de terrain. C'est ça. Je me rappelle déjà, pendant cette législature, le ministre de l'Agriculture est passé 2 fois, où on a parlé de projets d'appui au développement des filières et à l'accès au marché. Donc, lorsqu'on développe cette thématique-là, vous comprenez que je me sens très à l'aise. Et donc, c'est vraiment un atout particulier pour moi d'avoir eu cette formation de base et de pouvoir parler aisément de ces compétences, de ces projets-là que je connais en partie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux projets aujourd'hui, mais chaque fois qu'on en parle, je ne me sens pas perdue. Je me sens à l'aise lorsque il faut en parler. Et mon souci premier, c'est toujours de faire en sorte que le gouvernement contribue à la mise en œuvre de ces réformes à travers l'appui direct aux bénéficiaires. Beaucoup de subventions qui se font souvent dans les différents secteurs, beaucoup d'appuis, beaucoup de financements qui vont vers les acteurs directs. C'est vraiment, je me sens très à l'aise dans Dans tous les cas, on compte beaucoup sur vous pour plus d'épanouissement de la filière agricole au Bénin. Merci. C'est ça. À vous voir, honorable, vous avez physiquement l'air encore plus jeune, beaucoup plus jeune et débordante d'énergie. Est-ce que vous avez de rêves plus grands? Ah oui, mais écoutez, c'est une très belle question. Quand je suis arrivée à l'hémicycle, la première fois déjà, au mois de février, j'ai dit oui, être députée, c'est un fait. Mais chercher à améliorer son parcours professionnel, c'est un autre fait. Les deux ne sont pas isolés, les deux vont ensemble. Je me dis que l'expérience parlementaire que je suis en train de faire, et comme je l'ai dit, je ne sais combien d'années ça durera. J'espère être ici le plus longtemps possible en fonction des prescriptions du code électoral et de la Constitution. Et donc, après cela, retourner dans mes fonctions d'ingénieur agronome. Pourquoi pas devenir ministre de l'Agriculture, ministre du Commerce, en tout cas, je sais que partout où on me mettra, je serai à l'aise pour travailler dans ces différents domaines. Et donc, j'ambitionne vraiment, oui, pourquoi pas, devenir ministre, comme je l'ai dit, devenir un acteur ou un autre dans les institutions internationales. J'ambitionne vraiment de faire ces choses-là. Au-delà de ma carrière politique, oui, ça j'avoue. Parce que comme vous le dites bien, je suis très jeune. Et débordante d'énergie. J'ai encore toutes mes capacités et donc il ne serait pas intéressant que je ne puisse pas mettre tout cela à la disposition de ma population que j'aime bien. C'est ça. Et pendant tout ce temps, quel est votre mode d'organisation en tant qu'épouse d'abord et en tant que mère de famille, puisque vous avez 3 enfants là? C'est ça. C'est ça. Pendant mes années professionnelles d'abord, j'avoue que cela n'a pas souvent été facile. Mais comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir l'accompagnement de mon époux. J'ai souvent été absente de la maison. Mais je faisais en sorte que tous les week-ends, que je revienne à la maison. Quand je suis à la maison le week-end, c'est là où
je vérifie les cahiers des enfants, je vérifie toutes leurs leçons, est-ce qu'ils ont pu faire leurs exercices et tout ça. Et puis, tout ce qu'il faut préparer pour la semaine. Je faisais beaucoup de sauces que je mettais au frigo. Et puis, voilà, donc je préparais la semaine avant de partir de la maison. C'est vrai que dans ce cas, j'ai toujours eu besoin d'une femme de maison qui s'occupait des enfants pendant que je n'étais pas là. Mon mari se chargeait de déposer les enfants à l'école. Et puis lui-même, il va au boulot et puis il revient, il les retrouve à la maison. J'ai eu beaucoup de chance, je remercie l'Éternel. Disons que le sacrifice de base qui faisait en sorte qu'il fallait revenir, faire suivre leur encadrement et tout ça a marché et puis ils ont pu prospérer chacun de son côté. Et donc, l'organisation de la maison était de sorte que mon absence ne devrait pas se faire remarquer. Il faut dire que vous avez quand même su gérer cette absence-là. Rendons grâce à Dieu. C'est ça. Honorable, nous égrenons les dernières minutes de cet entretien et bien, avant de le boucler, nous allons vous poser quelques petites questions rituelles sur cette émission. S'il vous était demandé de vous qualifier en un mot, que diriez-vous? Personnellement, je dis toujours, je suis en premier une femme battante. En deuxième, je suis une femme très conciliante. J'aime pas là où il y a la bagarre. Donc, j'aime bien là où c'est calme. Lorsqu'il y a des situations de conflit, je suis souvent dans la posture de ramener la paix. Vous êtes pacifique? Je suis très pacifique. Et quel est votre plus grand défaut? Parce que tout homme ayant des qualités a aussi des défauts. Et votre plus grand défaut, c'est lequel? Je suis un peu trop perfectible. Et donc, ça m'amène à beaucoup travailler, à me concentrer vraiment sur un certain nombre de choses. Parfois, tu ne lis pas les choses dans les délais et c'est pas bon. À un moment donné, il faut se dire non, le niveau atteint, il n'est pas mal, je le livre et puis je continue à travailler pour améliorer les choses d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce que l'honorable aime consommer très souvent? Ah, le piron. Quand je dis piron, ça s'appelle, dans ma langue, ça s'appelle dacoin. Dacoin. Oui. Le dacoin, c'est fait avec le poisson frais et puis le piron rouge. Voilà. En plus de ça, il y a la sauce graine d'insounou avec la pâte que j'adore. Je vous promets un plat de dacoin après cette émission. Ah, super! Alors, s'il fallait vous assimiler à un instrument de musique, quel instrument seriez-vous? Ah, j'aime la douceur du piano. C'est ça. Le piano, c'est un instrument qui berce de la musique douce et tout ça. Ça me caractérise vraiment. Merci beaucoup, honorable Gladys Tossou, d'avoir été sur ce plateau. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est ça, merci. Merci infiniment. Ça a été très vite, hein. On a égrené très vite beaucoup de choses. Quand même, j'espère que les téléspectateurs seront satisfaits de tout ce que nous avons pu livrer en tant que femmes leaders et vraiment disposée à revenir à tout moment. Merci beaucoup, honorable. C'était un plaisir. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour un prochain numéro de Femmes Leaders.